Bienvenue à vous. Nous sommes ravis que cet événement ait lieu. C'est une conférence débat co-organisée par le Vent se lève, le site Le Vent se lève et le comité de soutien Assange, dont je suis le porte-parole. On doit remercier Yves Jean Gallas du Mouvement de la Paix et Emmanuel Vire du SNJ-CGT. C'est grâce à eux qu'on a cette salle. Je passe immédiatement à la présentation des invités et je commence évidemment par Stella Assange. Nous sommes vraiment ravis. Stella parcourt le monde pour plaider la cause de Julian. Elle était en Australie il y a encore quelques jours, donc énormément de déplacements. Voilà, ce n'est pas rien de pouvoir se rendre disponible pour venir à Paris et pour être présente à cet événement. Après, je continue dans l'ordre alphabétique. Ronnie Broman, médecin humanitaire et ancien directeur de Médecins sans frontières. Serge Halimi, qui était jusqu'à peu le directeur du Monde diplomatique et qui est toujours journaliste au Monde diplomatique. Arnaud Le Gall, député de la France Insoumise et spécialiste des questions internationales. Et puis Cédric Villani, ancien député et toujours mathématicien. Et Cédric Villani sera également l'interprète de Stella. Stella comprend très bien le français, mais Cédric vous traduira ses propos. Alors, c'est rare. Originellement, Maud Barré du Vent se lève devait assurer la modération, mais elle est souffrante. Donc c'était pour équilibrer un peu, qu'il y ait moins d'hommes à la tribune. Mais Vincent Ortiz, c'est la charge t'incombe. Et je te cède la parole tout de suite. Merci Laurent. Donc d'abord un grand merci au comité de soutien Assange sans qui cette conférence n'aurait pas eu lieu. Merci également au Mouvement de la Paix et à la SNJ-CGT qui nous ont permis d'avoir cette salle. Je remercie bien sûr l'équipe technique et rédactionnelle du Vent se lève, ainsi que nos intervenants pour leur présence. Alors avant de céder la parole aux intervenants, je vais très rapidement donner quelques éléments de contexte pour qu'on puisse directement entrer dans le dur. J'imagine que vous connaissez bien l'affaire Assange. C'est peut-être moins le cas des gens qui verront la vidéo en rediffusion. Donc je prends 3 minutes pour poser quelques éléments. Alors la première chose à avoir en tête sur l'affaire Assange, c'est qu'à la base, ce n'est pas une affaire américaine. Quand Wikileaks est fondé en 2006, c'est une agence de renseignement qui a pour fonction de favoriser la publication de documents qui sont issus des lanceurs d'alerte. Donc favoriser la mise à disposition du public de documents qui sont traditionnellement, disons, scellés par le secret gouvernemental. Et c'est uniquement en 2010, donc 4 ans après la fondation de Wikileaks, que Wikileaks se met à publier des documents qui ont trait aux États-Unis. C'est le moment où ils entrent en contact avec l'officier Chelsea Manning, qui révèle donc une série de documents qui ont trait aux guerres moyen-orientales menées par les États-Unis. Et c'est à ce moment que, du coup, Wikileaks entre dans le collimateur des États-Unis et du pouvoir judiciaire américain. Donc je passe à très grands traits sur tout ce qui se déroule jusqu'à l'arrestation finale d'Assange. Bon, dans un premier temps, comme vous le savez sans doute, une enquête se déclenche à l'égard de Julian Assange depuis les États-Unis. Et dans le même temps, des accusations d'agression sexuelle surviennent de la part d'une ressortissante suédoise.
Et Julian Assange, qui est donc recherché par la justice suédoise, trouve asile dans l'ambassade d'Équateur. L'ambassade d'Équateur à Londres. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il craignait que la Suède ne l'extrade vers les États-Unis. Et il avait alors requis du gouvernement suédois qu'il signe une clause de non-extradition vers les États-Unis, ce que le gouvernement suédois de l'époque avait refusé. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle Assange est resté plusieurs années donc, dans l'ambassade d'Équateur. Bon, la suite, je pense que vous la connaissez. Il est expulsé en 2018 suite à une série de changements de pouvoir aux États-Unis et en Équateur sur lesquels je ne reviens pas. Et depuis, il est dans la prison de haute sécurité londonienne de Belmarsh et il subit une série de procès qui doivent décider ou non de son extradition vers les États-Unis. Donc, je vais d'abord passer la parole à Stella Assange. Et donc j'aimerais vous poser une question qui a trait à la fois à la dimension juridique et politique de l'affaire. D'un point de vue juridique, quels sont les recours dont dispose encore Julian Assange pour éviter l'extradition vers les États-Unis? Et d'un point de vue politique, est-ce que vous attendez quelque chose de l'administration Biden? Thank you. Well, it's almost a waste of time to talk about the law. C'est presque une perte de temps que de parler de la loi. Because if Julian's released, it will be thanks to the mobilization of people like you here today, and the political developments that hopefully that kind of mobilization will bring about. Car si Julian un jour est libéré, cela aura été grâce à la mobilisation de personnes comme vous et grâce à la pression politique et au développement que ces mobilisations auront entraîné. The case against Julian is legally preposterous. Le dossier d'accusation qui a été montré contre Julian est légalement très faible, oiseux, sans objet. Consider the paradox that the very same publications that Julian faces 175 years in relation to are the same publications that he has won dozens of journalism prizes Rendez-vous compte, les faits pour lesquels Julian risque 175 ans d'emprisonnement aux États-Unis sont les mêmes faits, les mêmes actes qui lui ont valu des dizaines de reconnaissances internationales en tant que journaliste. So I find the theme of tonight's discussion really very apt and going right to the heart of the question. Et le thème, l'angle de la discussion de ce soir va droit au cœur de ce qui est important. Why is Julian the bad conscience of the West? Pourquoi Julian est-il la mauvaise conscience de l'Occident? When you have a political prisoner or someone who is falsely accused and imprisoned and because of a miscarriage of justice, Quand vous êtes un prisonnier politique, quelqu'un qui est accusé sur des bases fausses à cause d'un dévoiement de la justice, a very horrific dynamic develops, une dynamique terrible, horrible se développe. which is that it's easier to continue the miscarriage of justice than to correct it. Ça devient plus facile de continuer la justice sur la voie déviante qu'elle a empruntée que de la redresser. For the authorities involved, the exposure of the injustice is seen as a cost and even as something that could undermine public confidence in justice. Les autorités qui sont impliquées, le gouvernement, se disent que mettre en évidence, mettre en avant l'erreur qui a été faite pourrait miner leur autorité, leur légitimité.
So it's easier to just keep going and hope that people will forget and not realize. Et c'est plus simple de continuer, de s'entêter en se disant que les gens oublieront, ne se rendront pas compte. And they can even justify it on public policy grounds. We don't want the public to lose trust. Et ils trouveront même des justifications qu'ils tenteront de rattacher au bien public en disant « nous ne voulons pas que les citoyens perdent confiance ». Because what does the case against Julian reveal? Qu'est-ce que l'accusation contre Julian révèle? It reveals that telling the truth is a crime. Que dire la vérité est un crime. It reveals that press freedom is an illusion. Que la liberté de la presse est une illusion. And that in fact, the countries that claim to be the biggest defenders of press freedom, et qu'en fait, les pays qui se proclament les plus grands défenseurs de la liberté de la presse are the ones engaged in the greatest attack on press freedom globally that the world has ever seen. sont ceux qui sont au niveau global les plus engagés contre la liberté de la presse que le monde ait jamais vu. So that's why it's so important for Julian's case to gain more and more attention. Et c'est pour cela qu'il est important pour la situation de Julian que cette situation, ce dossier gagne de plus en plus d'attention. And I got the question, well, what can we do as regular people? Et la question qu'on me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, simple citoyen? You are the last line of defense. Vous êtes la dernière ligne de défense. Because the establishment has failed catastrophically. Car les institutions en place, l'establishment a échoué de manière catastrophique. It's not one act, it is many, consistent, all the time. Ce n'est pas juste une action, ce sont beaucoup d'actions de façon cohérente et sur une longue période de temps. Yes, Julian's case progresses through the appeals mechanisms in the UK. Oui, il y a un progrès dans le dossier de Julian à travers les mécanismes d'appel dans le système judiciaire britannique. At the moment, we're waiting for a decision by the High Court in England regarding whether he will be able to bring an appeal. En ce moment, nous sommes en train d'attendre une décision de la High Court britannique pour savoir s'il a le droit de faire appel. And after that, there may be more appeals. There may be an appeal to the European Court of Human Rights. Après, il y aura peut-être d'autres appels et peut-être un appel auprès de la Cour européenne des droits humains. But that's not the point. Mais c'est pas ça le vrai sujet. Because Julian's conceptual right to appeal judicial decisions. Car la légitimité de Julian au plan conceptuel à faire appel de la décision has little bearing on his physical reality. N'a pas vraiment de conséquences sur la réalité physique. Julian has been in a high security prison in London for over 4 years without conviction. Julian a été emprisonné dans une prison de haute sécurité en Angleterre. Ça fait maintenant 4 ans. And the process through which he exercises his right to appeal is a prolongation of his imprisonment. Et je devais rajouter, et sans qu'il y ait de motif d'accusation, il a été emprisonné, et le processus par lequel il pourrait faire appel est une prolongation de cet acte arbitraire. So it's important to look at things nakedly. What is the reality? Julian is indefinitely detained, facing 175 years in the United States. Donc, il faut regarder la vérité nue. Julian est emprisonné avec une menace de 175 ans d'emprisonnement et il est emprisonné pour une durée indéterminée.
However, I don't wish to suggest that there's nothing you can do. On the contrary, because I have witnessed huge progress over the past year. Et pour autant, je ne veux pas suggérer que vous ne pouvez rien faire, que vous êtes impuissant. Au contraire. Et j'ai vu de grands progrès se réaliser durant les quelques dernières années. Julian was shortlisted for the Sakharov Prize of the European Parliament. Julian faisait partie de la shortlist, de la brève liste de finalistes pour le prix Sakharov de l'Union européenne. The President of the European Union just yesterday in an interview described him as a human rights defender and recognized that the European Parliament views this as a very important case. La présidente de l'Union européenne, juste hier, dans une interview, a considéré que c'était un lanceur d'alerte et que, au niveau du Parlement européen, il y avait eu des votes dans ce sens. As a President of the European Parliament. Pas la présidente de l'Union européenne, présidente du Parlement européen. A year ago, that wouldn't have happened. That is progress. Cela ne se serait pas produit il y a un an. I was just in Australia a week ago. J'étais en Australie il y a une semaine. And the mood in Australia is pretty much unanimous. Et il y a une opinion maintenant presque unanime. The latest poll showed 89% of Australians want Julian released. Le dernier sondage a montré que 89% des Australiens veulent voir la libération de Julian Assange. Both the Prime Minister and the leader of the opposition have expressed that they want to find a solution with the United States for Julian to be released. They say enough is enough. Aussi bien le Premier ministre que le chef de l'opposition en Australie ont exprimé leur souhait de voir une solution trouvée avec les États-Unis et ont dit « assez, c'est assez ». So it's important that Julian's home country, because he's Australian, is now apparently backing him. Et c'est important que le pays natal de Julian, qui est australien, maintenant le soutient. And the only reason that this has changed is because people have been putting pressure on their politicians. The press has been covering it. The defense has become all over. Yeah. Et la seule raison pour laquelle ça s'est produit, c'est qu'il y a eu un groupe de soutien résolu qui a mis de la pression sur les personnalités politiques et qui a pris sa défense de manière soutenue. But probably, aside from Australia, Europe and France is crucial. Mais au-delà de l'Australie, l'Europe et la France sont cruciaux. Crucial. Because this case may be resolved ultimately at the European Court of Human Rights. Parce que peut-être que le dossier judiciaire, à la fin, sera résolu au niveau de la Cour européenne des droits humains. Because it's a political case and what people think about it matters, even if no judge or lawyer would say it openly. Everyone knows that. Et parce que c'est un dossier politique et donc l'opinion publique compte, même si aucun juge ou aucun avocat n'oserait le dire publiquement, mais tout le monde le sait. We have in the first row of the audience the Secretary General, the President of the IFJ, Dominique Pradalier. Nous avons ici Dominique Pradalier au premier rang, secrétaire général de la FIJ, Fédération internationale. Présidente de la FIJ, Fédération internationale du journalisme. Who has been backing Julian. Qui soutient Julian de longue date. Can I just show the card? This picture. And this is Julian's press card. La carte de journaliste de Julian.
issued by the International Federation of Journalists, qui a été édité par la Fédération internationale du journalisme, certifying his status as a professional journalist. certifiant qu'il est bien un journaliste professionnel. And Dominique made a very succinct description of what this case is in its essence. Dominique, donc la présidente de la Fédération internationale des journalistes, a fait une description succincte et précise de ce que c'est que cette affaire. I might slaughter it, but I'll try to reproduce it. Je vais essayer de la dire sans la massacrer. Julian, this is a case of an Australian journalist who published in Europe and who the United States wants to try under its domestic laws. Julian, c'est l'histoire d'un journaliste australien publiant en Europe et que les États-Unis veulent juger selon les lois américaines And put in prison for the rest of his life et emprisonné pour le reste de sa vie, because he published about the US. car il a publié au sujet des États-Unis. Who in this room would dare open their mouths if he's extradited? Even just the threat of this extradition has an incredibly chilling effect. It changes the political reality we're in. Qui ici oserait parler sous une telle menace? Rien que la menace d'une telle extradition a un effet dévastateur, glacial, glaçant. I'll leave it there. Et voilà. Merci pour votre réponse. Vous avez rappelé que Julian Assange est un journaliste, ce qui est souvent trop peu souligné. Et à cet égard, on me signale par SMS une erreur, une maladresse de langage que j'ai commise, puisque j'avais qualifié Wikileaks d'agence de renseignement. En réalité, c'était en référence au surnom que se donnait Wikileaks, c'est-à-dire agence de renseignement du peuple, puisque le but de Wikileaks était, disons, de contraindre les gouvernements à un certain degré de transparence et donc tout simplement de donner aux lanceurs d'alerte une plateforme de publication, d'édition de leurs sources, de leurs documents, ce que sont censés faire les médias. Et les fondateurs de Wikileaks jugeaient que les médias n'offraient pas les garanties suffisantes aux lanceurs d'alerte. Donc je corrige cette maladresse. Et à cet égard, je rappelle que l'administration américaine elle-même, jusqu'en 2016, considérait que Wikileaks était une entité journalistique. Et c'est uniquement avec l'élection de Donald Trump et, disons, la montée en puissance d'une fraction du camp néoconservateur que l'administration américaine, officiellement, disons, se met à considérer Wikileaks comme autre chose, c'est-à-dire, selon ses termes, une entité journalistique, une entité non gouvernementale hostile. Définition qui n'a pas été changée, me semble-t-il, depuis l'élection de Joe Biden. Comme quoi, c'est pas, disons que, il ne s'agit pas d'une ligne de clivage entre démocrates et républicains. Je referme cette parenthèse. Donc, je vais maintenant passer la parole à Ronnie Broman. Je rappelle que vous avez été directeur de Médecins sans frontières. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, disons, qui sont devenus, me semble-t-il, de plus en plus critiques à l'égard de la politique étrangère des États-Unis. Vous avez notamment publié en 2018, si je ne me trompe pas, un ouvrage sur ce que vous nommez les guerres humanitaires, où vous dénoncez le droit d'ingérence qui n'existe pas en droit international, mais qui est souvent brandi comme tel. Comment est-ce que vous analysez la répression qui s'abat sur Wikileaks? Et pour vous, est-ce que signifierait, disons, un monde dans lequel Julian Assange serait extradé aux États-Unis, emprisonné à vie? Et quel impact cela aurait-il sur la possibilité des citoyens occidentaux d'émettre des critiques à l'égard de la politique étrangère de leur gouvernement? Merci. Bonsoir. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer, bien que, après avoir entendu Stella Assange, j'ai l'impression de ne plus avoir, et vous avoir entendu aussi introduire donc la question, j'ai l'impression de ne plus avoir beaucoup de choses à ajouter, tant l'affaire est évidente. Je me contenterai d'abord, juste comme ça, à titre de dérouillage,
de dire que j'avais aussi l'intention de reprendre votre expression agence de renseignement. On a affaire à une agence de presse ou une agence d'information, mais pas de renseignement. Et par ailleurs, c'est un détail absolument insignifiant, mais bon, on est là pour être précis. Je suis ancien président et non pas ancien directeur de Médecins sans frontières. Alors, mais c'est à la fois en tant que, disons, citoyen français, citoyen européen, mais aussi en tant qu'acteur humanitaire, que je m'exprime ici. Voir un homme dont le crime a été, comme ça a été très clairement rappelé, dont le crime est essentiellement d'avoir dévoilé des faits exacts que personne ne contexte, des faits qui se sont déroulés sans que leur réalité soit ou puisse être remise en cause, que cet homme-là paye de sa vie, d'une tentative de mise à mort sociale d'abord, d'une tentative de mise à mort politique ensuite, et peut-être finalement d'une tentative de mise à mort tout court, car à plusieurs reprises, des menaces directes ont été énoncées de façon publique par de hauts responsables américains pour qui finalement le traitement d'Assange c'était une balle dans le dos et on n'en parlait plus. Donc que cet homme dont le crime a été de nous apprendre ou de nous montrer un certain nombre de choses importantes, vérifiables, des événements qui se sont déroulés, que cet homme soit mis en prison, ça signifie que la liberté d'informer elle-même est remise en question. Et elle est d'ailleurs, grâce à la dimension extraterritoriale des mesures juridiques ou des mesures de police que les États-Unis s'autorisent à mettre en œuvre, puisque comme ça a été rappelé très clairement, un Australien détenu en Europe est jugé et demandé, et qui publie en Europe, et qui est réclamé par les États-Unis. Donc c'est à l'évidence la question de la liberté d'informer. Et c'est d'ailleurs pour ça, d'une certaine manière, que c'est à sa manière, d'une manière, disons, reconfigurée, remise dans un contexte différent, mais ça a la dimension d'une affaire Dreyfus, pour moi, l'affaire Assange, et je pense que c'est comme ça qu'il faut la traiter, c'est-à-dire une iniquité absolue, porteuse d'autres iniquités, porteuse d'autres violences, porteuse d'autres mensonges potentiels. Et c'est en cela que l'affaire Assange, je pense que c'est comme ça qu'il faut la nommer par analogie avec l'affaire Dreyfus. L'affaire Assange nous concerne tous en tant qu'Européens, mais aussi plus largement dans le monde entier. D'ailleurs, rappelons que, enfin, comme vous l'avez fait, que pendant les 4 premières années d'existence de Wikileaks, ce sont des pays divers, l'Éthiopie, l'Ouganda, divers pays qui ont été épinglés par Wikileaks pour des affaires de corruption, de détournement, de torture, de violence. Le deuxième point, le deuxième élément de ma réponse à votre question concerne justement cette notion de torture. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, donc Nils Melzer, dont je n'ai lu qu'une partie du livre, je l'avoue, mais une partie absolument glaçante, et sans appel là-dessus. Et de la part de ce juriste international, spécialiste des enquêtes sur la torture, la qualification a son poids. Pour Nils Melzer, la situation d'Assange est la situation d'un homme qui est torturé. Il est torturé à petit feu, on le sait, la privation sensorielle, la privation de contact, la privation relationnelle, l'incertitude constante sur le lendemain, l'emprisonnement dans un espace extrêmement confiné. D'ailleurs, c'était une très bonne idée, je trouve, de reproduire la superficie de la cellule d'Assange dans l'entrée ici de la Bourse du Travail. Tout cela, ça s'appelle de la torture. Donc en Europe, on torture avec l'assentiment général des gouvernements. Je ne dis pas qu'on torture de façon générale, n'exagérons pas la situation, mais dès lors qu'on commence à accepter l'idée même qu'un homme qui n'a commis aucun crime, qui ne recèle pas des secrets qu'il faudrait lui arracher pour aller libérer des innocents, ou que sais-je encore, mais qui a fait ce dont on a dit qu'il avait fait, que cet homme soit torturé
avec, dans une sorte d'assentiment général des États, pas assentiment général de la population, car en effet, de ce point de vue-là, l'establishment a totalement échoué. Assange n'est sans doute pas aussi connu en Europe qu'il l'est en Australie, bien entendu, mais enfin, il l'est tout de même. Et je suis convaincu que des sondages concernant sa culpabilité ou son innocence donneraient des résultats pas loin de ce que l'on a vu en Australie, qui est extrêmement réconfortant parce que c'est manifestement bipartisan. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là d'une prise de position idéologique ou campiste d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, et pendant que je parle de campisme ou d'idéologie, je voudrais là aussi apporter une toute petite correction à ce que vous avez dit. Le livre que j'ai publié en 2018 n'est pas sur l'impérialisme américain, il est essentiellement parti sur les interventions militaires et internationales françaises. Et c'est en particulier la guerre de Libye et ses mensonges abjects et la manière dont cette intervention a été conduite avec les conséquences que l'on sait, que j'épingle, et non pas, en l'occurrence, l'impérialisme américain. Il y a bien d'autres plumes pour s'occuper de l'impérialisme américain. Moi, je préférais m'occuper de celui-ci qui, d'ailleurs, enfin, je ne me battrai pas sur la notion d'impérialisme, peu importe, mais en tout cas, une expédition de type colonial qui a été un véritable désastre et qui a été, elle aussi reçu une approbation assez générale. Mais je ferme ici la parenthèse pour dire qu'il me semble que, à défaut d'obtenir ce que tous nous réclamons ici, un asile politique, le statut de réfugié pour Assange, qui naturellement le mérite amplement, je n'insisterai pas là-dessus. Je pense qu'en plus, nous devrions réclamer le statut de citoyen d'honneur de la ville de Paris. C'est un titre évidemment sans grandes conséquences. Merci. Je rappelle que Paris compte 24 citoyens d'honneur. Je citerai que 4 d'entre eux qui sont les principaux, disons ceux qui ont été le plus connus. Mumia Abu Jamal, qui a été le premier, titre ô combien mérité au demeurant. Ingrid Betancourt également. Taslima Nasrin également, pour toutes ces 2 titres ô combien mérités. Et également Gilad Shalit, qui lui était un soldat israélien en opération, qui a été capturé par le Hamas, détenu à Gaza pendant 5 ans, libéré, et tant mieux, mais qui a été fait citoyen d'honneur alors qu'il était un soldat en opération en situation d'occupation. On voit qu'il y a tout de même une certaine élasticité dans l'octroi de ce titre. Et il me semble que, en tout cas là, il n'y a pas de culpabilité potentielle, il n'y a pas le cas est d'une clarté limpide. Cette situation repose exclusivement entre les mains d'un conseil municipal, ou je ne sais pas comment on appelle, oui, conseil municipal, qui peut décider souverainement. Donc il me semble qu'il serait bon que Julian Assange se voit décerner le titre de citoyen d'honneur, parce que, comme le disait très justement Stella Assange, comme elle le rappelait, ça nous donne de l'énergie, ça donne envie de se mobiliser plus. C'est effectivement dans des mouvements citoyens, dans des mouvements de protestation, dans des actions d'ordre symbolique, que l'on trouvera la ressource nécessaire pour le faire libérer, car l'incrimination pour agression sexuelle dont Julian Assange a été la cible le montre clairement. Du côté des États, on rase les murs. La Suède, qui est tout de même pas le dernier des États de droit, a traité Assange, et d'ailleurs les femmes qui avaient eu un litige avec lui, d'une manière absolument abjecte. Et je parlais tout à l'heure de mise à mort sociale. C'est bien ce dont il s'est agi, même si l'entreprise n'a pas finalement abouti, même si Assange n'a pas été mis à mort, la tentative de l'assassiner socialement, elle s'est poursuivie pendant de longues années, en dépit
des positions des 2 femmes qui initialement avaient porté plainte. Je n'entre pas dans le détail, ça serait long, mais j'ai lu l'enquête de Nils Melzer là-dessus, elle est absolument limpide. Ces 2 femmes ne portaient pas plainte pour viol, et c'est la police suédoise qui, en s'appuyant sur des textes législatifs juridiques suédois, pouvait le faire. C'est la police suédoise qui a engagé les plaintes pour viol avant de les abandonner 8 ou 9 ans plus tard, faute de preuves, faute de participation à l'incrimination des 2 femmes en question. Et bien, si la Suède a fait cela, c'est bien parce que les États-Unis ont fait pression sur elle. Je ne vois pas pourquoi, en d'autres circonstances, cela se serait produit de cette façon-là. Donc il y a besoin, disons, de donner un peu de courage à nos dirigeants, d'appliquer une certaine pression sur eux, et il me semble que tous les moyens symboliques sont bons. Alors nous sommes à Paris, bien que Assange soit nommé citoyen d'honneur de Paris. Mais enfin, il y a d'autres villes en France, il y a d'autres villes en Europe, et il serait bon, et il y a de tas de villes qui ont ce titre de citoyen d'honneur, et bien il me semble qu'il serait bon que toutes ces villes décrètent que Assange est leur citoyen d'honneur, car l'information, le rôle de lanceur d'alerte, le rôle de journalisme libre que Assange a joué, nous intéresse tous, il nous concerne tous, il nous parle de notre présent, il nous parle de notre avenir, et c'est bien pour ça que cette affaire Assange doit être gardée vivante. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais me tourner vers Arnaud Le Gall. Donc voilà, je rappelle que vous êtes député France Insoumise NUPES. Vous êtes plusieurs fois prononcé en faveur de Julian Assange et de sa protection par le gouvernement français. Alors, j'aimerais vous questionner sur la manière dont, pour vous, ce que l'affaire Assange dévoile de la diplomatie française. D'autant que, disons de son rapport au pouvoir américain. Et je pose cette question en lien avec plusieurs déclarations d'Emmanuel Macron récentes qui ont été épinglées par la presse comme critiques des États-Unis, lorsqu'Emmanuel Macron s'est par exemple prononcé en faveur d'une monnaie mondiale alternative au dollar. Ce n'est pas la première des sorties que Emmanuel Macron fait à l'égard des États-Unis. Comment expliquez-vous que jamais le gouvernement français, disons, n'ait tendu une main vers Julian Assange ou n'ait pris la défense de Wikileaks, alors que, comme Serge Jalimi le rappelait, 3 présidents français successifs ont été espionnés par la CIA, et c'est à Wikileaks que le gouvernement français doit cette information. Merci d'abord de cette invitation, merci d'avoir organisé cette conférence, et merci au public d'être venu en nombre. Voilà. D'abord, je voudrais rappeler que c'est un combat collectif en ce qui nous concerne notamment, puisque ce soir c'est moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça fait des années que nous demandons que la France accorde l'asile à Julian Assange et que nous le demandons au plus haut niveau de notre organisation politique, puisque encore lors de la campagne présidentielle, notre candidat Jean-Luc Mélenchon l'a fait, l'a dit, l'a redit. Donc ça n'est pas un soutien comme ça passager, c'est une conviction profonde. La réponse à ta question, parce qu'on se connaît, elle arrive à la fin, mais bon, pour moi, c'est parce que Julian Assange, il n'est pas simplement la mauvaise conscience de l'Occident, on reviendra sur cette expression, mais il est aussi la mauvaise conscience de certains dirigeants français. Donc peut-être eux-mêmes n'ont-ils pas intérêt finalement à ce qu'il ait toute sa liberté de déplacement et de parole. Pourquoi nous demandons depuis des années que la France accorde l'asile à Julian Assange? D'abord, c'est une question de principe. D'abord et avant tout. Il a été démontré par les intervenants précédents que le traitement spécial, arbitraire, terrible, infligé à Julian Assange, il est infligé à un homme qui n'a attenté à la sécurité de personne, au contraire. Il est affligé à un homme qui a agi en vertu même des principes au nom duquel les démocraties dites libérales, et notamment les États-Unis d'Amérique, interviennent dans le monde.
Donc, premier problème pour la conscience des dirigeants de ces démocraties. Il a agi au nom de ces principes. La liberté d'information est un droit humain fondamental. Et donc son seul crime, c'est d'avoir fait œuvre de vérité, de journalisme, sur des sujets graves qui concernent la sécurité collective de toute l'humanité. Pas seulement de la France. Ça a déjà été dit, il est le journalisme le plus primé du XXIe siècle, 21e siècle, pardon. Il est soutenu par des centaines de syndicats de journalistes dans le monde, par des centaines d'ONG. Il est soutenu par, entre autres, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Il a été nominé 9 fois au prix Nobel. Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui serait un criminel. Et alors, non seulement il a agi au nom des principes que les Occidentaux... je ne vais pas vous infliger une conférence ce soir sur tous les limites de ce terme. Moi, je ne me considère pas comme occidental. Il y a une société humaine, il y a des États, et voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire l'Occident. À part que c'est une conception géographique, c'est l'Ouest, voilà. Il a agi non seulement au nom des principes que les Occidentaux prétendent défendre dans le monde, mais en plus, à travers ses actions, on a eu la double preuve que ces principes, et j'insiste sur ces principes et pas ces valeurs, je vais revenir dessus, ces principes sont bafoués notamment par les puissances, la puissance qui prétend être leader de ce monde libre, de ce monde occidental, des démocraties libérales, que sais-je, ou du monde atlantiste, autant de notions que je ne partage pas, puisque de mon point de vue, la France ne doit être alignée sur aucun camp, ni sur les États-Unis, ni sur la Chine, ni sur la Russie, ni sur quiconque. Et j'insiste sur la notion de principe, parce que ça fait depuis maintenant longtemps qu'on n'entend plus parler dans les médias, dans les cercles diplomatiques, quand les ministres des Affaires étrangères, au G7, on n'entend plus parler des principes. On entend en permanence parler de « nous défendons les valeurs, nos valeurs ». Alors ça peut paraître un détail, peut-être que je vais vous donner l'impression que je suis un peu tatillon, mais la grande différence entre des principes et des valeurs, c'est que des principes, c'est fixe, c'est universel, c'est intangible. Les valeurs, bon, d'abord ça donne une illusion identitaire, ça donnerait l'impression que l'Occident est le camp des droits humains et le reste du monde on ne sait pas trop, alors que non. Y compris en Occident, dans le monde occidental, la conquête des droits humains a été une bataille politique et continue d'être une bataille politique. Ce n'est pas quelque chose de génétique. Et ailleurs dans le monde, c'est une bataille politique aussi. Alors que les valeurs, donc ça a cette dimension identitaire, qui rejoint très bien ce qu'a dit notamment Serge Halimi sur le monde occidental qui fait bloc. Mais c'est aussi parce qu'elles sont finalement sélectives. Donc on va s'indigner pour tel ou tel, à juste titre d'ailleurs, sur le sort qui est fait à tel ou tel défenseur des droits humains à tel ou tel endroit dans le monde. Mais en revanche, peu importe que ici même, au cœur de la zone dans le monde qui prétend défendre le plus les droits humains, on ait un homme qui soit traité de cette manière. Alors, on pourrait multiplier les exemples de ce qu'a révélé Julian Assange. Peut-être que, évidemment, moi, je voudrais me focaliser un peu sur la guerre en Irak, parce que c'est dans les révélations de Wikileaks, bon, on n'a pas attendu Julian Assange pour savoir que la guerre en Irak était illégale. Mais en revanche, grâce à Julian Assange, grâce à Wikileaks, on a vu l'ampleur du mensonge. On a vu l'ampleur du cynisme. Et là, ce n'était pas simplement une question de respect de principe ou pas de respect de principe, c'est une question de sécurité collective. La guerre en Irak a eu quelques conséquences, y compris pour nous. N'en déplaise à Manuel Valls, qui avait fait des déclarations ignobles à l'époque, Daesh, ça remonte à la guerre en Irak. Ça a eu quelques conséquences pour nous. Et pour le monde entier. Et donc, non seulement, voilà, ces principes, il a agi au nom des principes qu'on prétend défendre. Il a démontré que ces principes étaient bafoués par les démocraties dites libérales. Et désormais,
ces démocraties bafouent ces principes contre Julian Assange lui-même. Ça commence à faire beaucoup. Donc oui, il est la mauvaise conscience des démocraties libérales, ou en tout cas de ceux qui sont alignés sur les dictats de l'État états-unien au propos de Julian Assange. Ce faisant, le monde occidental les États-Unis commettent une énorme erreur, y compris dans ce qu'on appelle le soft power, comme on dit, ou comment convaincre grâce aux idées, à l'influence, etc. Parce que vous parlez à un Chinois ou à un Russe ou à un dirigeant chinois ou russe, etc., de Julian Assange, il va vous dire, voilà, vous passez votre temps à donner des leçons à tout le monde, il va commencer par balayer devant votre porte. Et tout ce qui se passe quand on voit le traitement infligé à Julian Assange, c'est qu'on détruit l'idée même que ces principes seraient universels. Alors, c'est pas nouveau, hein. Ça a commencé au 19e siècle, quand on fait les guerres de colonisation au nom des droits humains, il commence à y avoir un problème. En attendant, Julian Assange, c'est une démonstration patente de cela. C'est d'ailleurs pour ça, c'est parce qu'il a la mauvaise conscience de beaucoup de monde, finalement, qu'il est soit diabolisé, soit bâillonné, soit les deux en même temps. On a accusé Julian Assange de tout. C'est abject. C'est abject. On l'a accusé de délits sexuels qui se sont soldés par un abandon des poursuites. On l'a accusé d'être un agent russe parce qu'il avait aidé, soi-disant, la campagne de Trump contre Clinton. Non, il a juste révélé que Clinton trichait face à Bernie Sanders. Donc la plus grande démocratie du monde, en théorie, voilà, il a révélé que c'était pipé dès le départ, etc., etc., etc. Je ne voudrais pas infliger à sa compagne la liste de toutes les ignominies dont il est accusé. Il est diabolisé et il est bâillonné. Parce que comme le rappelle Stella, notamment dans un entretien à Au vent se lève, si Julian Assange était envoyé aux États-Unis, il n'y aurait pas de procès. Ce serait une exécution judiciaire. Il serait envoyé devant une cour spéciale dans laquelle il ne pourrait même pas argumenter. Il ne pourrait même pas développer. Il devrait répondre par oui ou par non. Ce serait aussi simple que ça. Voilà. C'est une question de principe, c'est aussi une question d'intérêt. Les deux vont de pair. Et là, je voudrais me focaliser sur le cas de la France. La France a intérêt à donner l'asile à Julian Assange pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous ne vivons pas dans un isolat. La sécurité collective du monde, ça nous intéresse. Nous vivons dedans. Donc, moi, ça m'intéresse qu'on défende un journaliste qui a donné autant d'informations au sujet d'un conflit qui a été un des conflits, mais peut-être le conflit, mais en tout cas un des conflits qui a eu l'impact le plus grave sur notre sécurité collective, d'abord par les conséquences propres qu'il a créées, je l'ai dit, sans la guerre en Irak, il n'y a pas l'État islamique, il n'y a pas, etc., etc. Mais aussi parce que, et c'est peut-être encore plus grave, je sais que Serge dira que ça avait commencé avant, la guerre au Kosovo, etc., mais la guerre en Irak a quand même fini d'enfoncer le clou dans le cercueil des mécanismes de sécurité collective bâtis après la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi imparfaits soient ces mécanismes de sécurité collective centrés autour de l'ONU, ils avaient le mérite d'exister. Maintenant, ils sont totalement bloqués parce que finalement, tout le monde comprend que ceux qui prétendent faire vivre ces mécanismes, en fait, les manipulent. Et d'ailleurs, dans les multiples révélations de Wikileaks, on a vu aussi comment les pressions mises sur l'ONU, sur les diplomaties des pays occidentaux qui n'avaient pas suivi les États-Unis dans cette affaire. J'y reviendrai tout de suite. Nous ne vivons pas dans un isolat et la question de la sécurité collective, il y a aussi la question de la conception extraterritoriale, non pas du droit, parce qu'il ne s'agit plus de droit, mais je dirais de la conception extraterritoriale de la raison d'État des États-Unis. Ça a été dit plusieurs fois, nous avons affaire à un journaliste australien
qui publie des révélations en Europe et qui est accusé par les États-Unis. Ça veut dire que c'est la même chose, si on accepte ça, c'est la même chose pour la liberté d'expression, c'est l'équivalent de l'application universelle des sanctions contre tel ou tel pays et on vous oblige, en dehors de toute règle internationale, contrairement au droit international, on vous oblige à appliquer les sanctions décidées par les États-Unis parce que sinon vous n'avez plus accès au marché américain, parce que, etc., etc. C'est comme ça que vous connaissez tout ça par cœur. C'est comme ça que la Société Générale ou la BNP, je ne sais plus, se retrouve avec 10 milliards de dollars d'amende parce qu'elle avait fait une transaction avec l'Iran en dollars, etc., etc. Loin de moi l'idée de défendre la BNP, mais ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Et donc, si on accepte ça, c'est qu'il y a qu'on accepte ce qui est déjà fait pour le commerce, pour les relations stratégiques, on l'accepte pour la liberté d'expression. Je ne caricature pas, c'est ça. Je vous laisse mesurer l'immensité de l'univers que ça ouvre. Hein. À ce compte-là, on aurait tous du souci à se faire. Deuxièmement, pourquoi on a un intérêt, au-delà de la défense des principes, à accueillir Julian Assange? Bon, Vincent Ortiz a dit que Wikileaks, au début, se définissait comme l'agence de renseignement du peuple. Alors oui, le terme est controversé, mais moi je l'aime bien. Et je l'aime bien particulièrement s'agissant du peuple français. Parce que finalement, grâce à Julian Assange, on a appris un certain nombre de choses qui intéressent le peuple français. On a appris par exemple qu'en 2004, François Hollande, alors premier secrétaire du Parti socialiste, il s'était rendu à l'ambassade des États-Unis. Alors pas tout seul, je crois qu'il y avait Pierre Moscovici aussi. Il y en avait pour expliquer comme ça, tranquillement, que si eux avaient été au pouvoir, quand même, on aurait été moins fort contre les États-Unis. Voilà. De là à dire qu'ils auraient suivi les États-Unis en Irak, je ne peux pas le prouver. J'ai mon intime conviction sur le sujet. Mais en attendant, ils ont quand même été expliqués qu'ils n'étaient pas d'accord avec Chirac et Villepin. Eh bien, c'est quand même intéressant de savoir ça, s'agissant d'un monsieur qui va devenir plus tard le président de la République française, quand on sait en plus que dans la Constitution, enfin même pas dans la Constitution, dans la pratique de la Constitution de la Cinquième République, le président décide d'à peu près tout, en matière de politique étrangère notamment. Donc au moment où, quoi qu'on pense d'eux par ailleurs, Jacques Chirac et Dominique de Villepin faisaient honneur à la France, et particulièrement Dominique de Villepin, dans un discours qui est resté dans toutes les mémoires de ceux qui l'ont suivi à l'époque, qui a été pour la première fois, je crois, applaudi par l'Assemblée générale de l'ONU. Au moment où il faisait honneur à notre diplomatie, on avait donc des gens qui allaient expliquer en coulisses à l'ambassade des États-Unis que non, rassurez-vous, si on est au pouvoir, on ne fera pas comme ça. Alors forcément, quand il a été au pouvoir, François Hollande, il a eu un comportement abject vis-à-vis de Julian Assange. Il a balayé d'un revers de main, à peine énoncé, la demande argumentée, précise, et j'ai envie de dire remplie d'amour vis-à-vis de notre pays, ou de ce qu'il représente en tout cas dans sa tête à Julian Assange, notre pays. François Hollande a balayé ça d'un revers de main, en disant « Oh non, pas question de donner l'asile. » Et puis d'ailleurs, Julian Assange n'est pas en danger à l'heure où nous parlons. Alors depuis, on a quelqu'un de plus sinueux, mais qui ne donnera pas l'asile non plus à Julian Assange, parce qu'on lui a demandé de le faire, il ne l'a pas fait. Emmanuel Macron, oui, un jour, il dit la monnaie commune, faudrait... Oui, bon, déjà qu'on commence par sortir du logiciel néolibéral, parce qu'il n'y aura pas de monnaie commune mondiale tant que la monnaie... tant que le système monétaire fonctionnera sur des canons néolibéraux. Mais je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus, mais il peut dire ça, puis il peut dire le contraire. C'est ça la grande difficulté avec Emmanuel Macron, notamment sur l'international. C'est pas la ligne de crête. Il a cru faire du gaulo-mitterrandisme, comme on dit, je sais, bon, expression par ailleurs discutable, mais en disant, voilà, moi je fais... Mais lui, il fait pas ça, il fait du balancier. Il dit un truc hyper radical d'un côté, puis le lendemain, il dit un truc hyper radical de l'autre. Il y a une totale incompatibilité entre les deux, mais il s'en fout.
Et à la fin, dans les décisions qui sont concrètement prises, ça va toujours dans le même sens. Donc moi, parfois, on le prend au mot. Hein. Nous, on a dit, on est d'accord avec Emmanuel Macron sur certaines choses. On peut pas. Mais le problème, c'est que derrière, il n'y a aucune prise. Il va dire tout et son contraire. Et puis, par ailleurs, il y a de puissants intérêts en France, dans l'oligarchie française, qui auront au fait de lui mettre de lui enlever le stylo si jamais il lui venait l'idée de signer un décret accordant l'asile. Je reviens à François Hollande. Non seulement c'est indigne enfin c'est lâche, c'est contraire aux principes même de notre pays. Je rappelle que dans la Constitution, il y a la défense des combattants de la liberté. J'aime pas spécialement ce terme, mais comme c'est la Constitution qui reprend ce terme, nous, dans notre programme, on avait mis qu'on donnerait l'asile aux combattants de la liberté, comme Julian Assange. Et enfin, il n'a même pas de dignité, parce que Julian Assange a révélé que lui-même avait été espionné par les services états-uniens, comme 3 autres de ses homologues. Il n'a même pas, je ne sais pas, une espèce de sursaut d'orgueil. Je sais pas, vous avez voulu m'espionner, voilà ce que vous allez voir, je vais donner l'asile à Assange. Voilà. Éric Dupond-Moretti, qui est maintenant ministre de la Justice, avait dit à l'époque, où il était un de ses avocats, il avait lui-même rappelé que Julian Assange a directement servi les intérêts de notre pays en dévoilant la mise sur écoute par les services états-uniens de plusieurs grands diplomates et hauts dirigeants français. Voilà. Beaucoup de honte, beaucoup de lâcheté, beaucoup de mauvaise conscience finalement de la part de ces gens. Nous continuerons. Alors, ça n'est pas un secret de c'est un secret de polichinelle que l'Assemblée nationale, sur ces sujets-là, est malheureusement réduite à faire des résolutions, mais on continuera. Donc, on va déposer bientôt une nouvelle résolution demandant que l'asile soit accordé à Julian Assange, et on continuera parce que tant qu'on n'est pas au pouvoir, on ne peut pas faire plus, mais je crois que c'est déjà essentiel que dans le lieu qui représente le peuple souverain en France, on continue à parler de Julian Assange. Je vous remercie. Merci pour ton intervention. Je vais passer à la dernière. Donc je vais donner la parole à Cédric Vellani et je vais vous poser une question sensiblement similaire, puisque, me semble-t-il, vous avez commencé à défendre Julian Assange tout en étant à l'époque député La République En Marche. Comment interprétez-vous l'absence totale de considération du gouvernement français vis-à-vis du dossier Wikileaks, sachant qu'il se permet, comme je le disais, des sorties qui, je suis d'accord avec Arnaud Le Gall, ne sont que rhétoriques et non pas d'implication concrète, mais des sorties rhétoriques sur des sujets sulfureux à propos de la Chine, de la Russie. À ce jour, aucune déclaration n'a été faite à l'égard de Wikileaks, et comme tu l'as rappelé, un de nos actuels ministres était un défenseur de Julian Assange avant d'être nommé dans son gouvernement. Donc voilà, quelle est votre analyse là-dessus ? Merci pour l'introduction. Un grand merci au Vent se lève pour l'organisation. La chronologie est presque bonne. Quand vous disiez encore député République En Marche, quand j'ai commencé à défendre Julian Assange, en fait, j'avais quitté le groupe 3 mois auparavant, je crois. J'ai quitté en mai 2020 et je pense que c'est en septembre que j'ai commencé à travailler le sujet. Mais j'avais encore suffisamment de contacts à l'intérieur du groupe majoritaire, et j'en ai gardé d'ailleurs jusqu'à la fin du mandat suffisamment pour avoir les relais et tâcher d'appuyer le dossier. Être parlementaire, quand vous venez de l'extérieur, c'est une expérience qui vous transforme, si vous le prenez avec sincérité. Et puis vous faites des découvertes stupéfiantes, si vous êtes novice. Vous découvrez que les décisions qui engagent toute la nation sont prises dans un chaos d'emploi du temps tel que, quand on vous le présente pour la première fois, vous croyez à un gag, avec des séances qui se lèvent à minuit ou 1h du matin, sans savoir à 48 heures près quel jour sera vraiment discuté ou voté en hémicycle tel ou tel dossier. Vous découvrez que la séparation des pouvoirs, qu'on vous a enseigné à l'école, c'est une vaste blague, et qu'en vrai, c'est l'exécutif qui écrit pour la grande majorité les lois. En tout cas, dans cette République.
vous découvrez tout ce que ça peut avoir d'enrichissant, le contact quotidien avec des personnes qui ne pensent pas comme vous, et le jeu du pluralisme politique organisé. Et ce que ça peut avoir de vertigineux, les embrouilles en douce et les manœuvres souterraines, y compris venant de vos camarades, entre guillemets. Et c'est quelque chose aussi qui est vertigineux. Et puis sur le fond, de temps en temps, vous tombez sur un dossier, vous mettez à approfondir avec tout le pouvoir d'investigation que vous donne le fait d'être parlementaire, le pouvoir de questionner les uns et les autres. Et là, il y a des choses qui vous transforment aussi. De temps en temps, vous tombez sur un sujet, vous dites « mais c'est pas possible, mais c'est des blagues ce qu'on me raconte, je ne peux pas y croire ». Et puis après, vous dites « mais comment ça se fait que je n'ai pas été au courant plus tôt ?» Et rétrospectivement, vous dites « pourtant, toute l'information était là ». Et le cas de Julian Assange, pour moi, c'était comme ça. J'avais beau avoir eu accès à l'information, j'avais beau avoir dans ma famille des personnes qui étaient d'ardents soutiens, le moment pour moi qui a été le déclic, c'est le moment où j'ai rencontré, pas en tête-à-tête, on était quelques députés, c'était une visite organisée autour de Stella, et en discutant et en me disant pas possible, c'est mon devoir, c'est notre devoir collectif de nous engager là-dessus. Et rétrospectivement, comment ça se fait que j'ai pas été proactif là-dessus? Alors, pendant la fin de mon mandat, j'étais le député coordinateur, on va dire, du soutien parlementaire français à Julian Assange. François Ruffin, qui auparavant était celui qui était le plus au charbon là-dessus et qui en avait tellement à faire, m'avait refilé ce bébé-là. Et j'avais mis un point d'honneur à recruter des députés soutiens, à tâcher de le faire dans tous les groupes parlementaires. Alors c'est un travail de ténacité et de longue haleine, le travail de député. Et le 4 février 2022, on a réussi à l'Assemblée nationale à avoir le débat en hémicycle pour la première fois. On s'était mis à 3 pour vraiment intriguer, si je puis dire, en coulisses. Il y avait Ruffin, il y avait moi, il y avait Jennifer de Temerman du groupe Liberté et Territoire, l'ancêtre du groupe Lyot dont on parle tellement en ce moment. Et à l'OCAR, c'est toute une affaire. Il fallait attendre la niche parlementaire qui donne des droits à l'opposition depuis la révision constitutionnelle de 2008, parce que l'exécutif ne voulait bien sûr pas inscrire ce sujet à l'ordre du jour. Il a fallu attendre d'avoir des garanties sur l'expression de tel ou tel groupe, etc., etc. Et ce jour-là, pour la première fois, il y a eu une expression. Alors, ils n'ont pas voté la résolution. Certains l'ont voté, il n'y a pas eu de majorité, mais pour la première fois, tous les groupes politiques présents dans l'hémicycle ont fait une déclaration en soutien à Julian Assange. Que ce soit les insoumis, les communistes, les écologistes, que ce soit les socialistes, que ce soit les républicains, que ce soit le MoDem, que ce soit la majorité présidentielle, tous sans exception, dans leur déclaration, ils ont dit que le sort qui était réservé à Julian Assange était inique. Que quelle que soit votre coloration ou sympathie politique, sachez-le, les arguments sont tellement forts que les personnes, les sympathisants, les responsables pour lesquels vous votez se sont prononcés ce jour-là en hémicycle en faveur d'une résolution de Julian Assange. Et ce jour-là, j'avais aussi la possibilité de parler. Alors, c'était pas automatique parce qu'à l'époque, j'étais député non inscrit. C'est une expérience intéressante quand vous êtes député non inscrit. Obligé de grappiller les secondes de parole, de compter sur le tirage au sort pour pouvoir parler ici et là. Et là, le sort m'avait servi puisque le tirage au sort m'avait désigné en deuxième parmi les députés non inscrits. Et mon collègue Aurélien Taché, qui était arrivé en premier, a eu la grande élégance de me laisser la parole ce jour-là, sachant tout le cœur que j'avais mis durant des années en soutien à Julian Assange. Quelques petits extraits de mon discours cette fois-là. Vous allez dire, oh, quand même, Villani, il passait à autre chose. C'était, non, quand même. Pour les fois que vous pouvez dire quelque chose de clair qui vous tient à cœur en hémicycle et sur un sujet que vous estimez important, ça vaut la peine de le chérir. Chérir la liberté d'expression que vous donnent les droits constitutionnels. Quelques extraits donc. Avez-vous quelque chose à dire? C'était la question que l'on pouvait lire le 1er mai 2015 sur un écriteau placé à côté de 3 statues grandeur nature de Julian Assange, Bradley Chelsea Manning et Edward Snowden sur l'Alexanderplatz à Berlin. 3 personnes qui ont révolutionné le journalisme.
les révélations divulguées par Manning et publiées par Wikileaks concernaient des crimes de guerre en Afghanistan et en Irak. Celle de Snowden, qui a bénéficié du soutien actif de Julian Assange et Wikileaks, portait sur des opérations d'espionnage numérique d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Elles ont fait voler en éclats la statue des États-Unis, protecteur des libertés individuelles. Elles ont fait entrer le journalisme et le monde dans une nouvelle ère. Sans elles, nous n'aurions toujours pas de règlement général de protection des données en Europe. Le fameux RGPD, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut sur le RGPD, il était nécessaire, il apporte des protections de base, il sert de référence au monde. Nous ne l'aurions pas eu sans les affaires Manning, Snowden, Assange. Ces trois personnes, comme tant d'autres impliquées dans des révélations aux États-Unis, ont payé un lourd tribut. Plus lourd encore que leurs homologues et infiniment plus lourd que les criminels de guerre qu'ils ont dénoncés. Manning, après 9 mois de cachot, condamné à 35 ans de prison, puis gracié in extremis par le président Obama. Snowden, exilé à vie. Assange, déjà 10 ans de réclusion, je l'ai écrit en 2022, maintenant ajouté 1 an au compteur, ça fait 11 ans. D'abord au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres, puis dans une prison haute sécurité de la même ville. Pour quel maigre chef d'accusation officiel avoir brisé sa période de liberté sous caution dans le cadre d'une pseudo-enquête sur une accusation de mœurs qui était de toute façon abandonnée depuis longtemps. Personne n'est dupe. Le seul crime, entre guillemets, d'Assange est d'avoir été trop bon éditeur, d'avoir si bien fait son travail que le Time Magazine lui a décerné le titre de personnalité de l'année 2010. Et c'est pour cela qu'il serait passible de 175 ans de prison. Qu'il s'agisse de Manning, de Snowden ou d'Assange, ils savaient tous, quand ils se sont décidés à passer à l'acte, qu'ils pouvaient recevoir une balle perdue. Des personnalités publiques américaines ne se sont pas privées d'appeler au meurtre d'Assange, scénario qui a été étudié puis abandonné par la CIA. S'ils n'avaient pas eu autant de force de caractère, ils auraient pu aussi finir comme Aaron Swartz, activiste de la liberté d'Internet, persécuté jusqu'au suicide avant ses 27 ans. Assange, Manning, sous la menace, emprisonnés, isolés, ils sont restés solidaires envers et contre tout. Épisode héroïque dans un feuilleton dramatique d'une immense confusion, parsemé de mensonges d'État, de dénigrements, d'attaques insidieuses et d'une procédure judiciaire d'une complexité vertigineuse. Mais ce serait un piège pour nous, citoyens ou politiques, d'explorer l'aspect technique du dossier. Des experts indépendants sur la détention arbitraire l'ont déjà fait aux Nations Unies. Après un travail rigoureux, dans un processus auquel la Suède et la Grande-Bretagne étaient parties prenantes, ils ont rendu leur verdict. Il est simple, Assange est un prisonnier politique, soumis depuis plus d'une décennie à une torture psychologique qui rendrait fou n'importe qui. Et le gouvernement britannique, face à ce verdict dérangeant dans un processus dont il était partie prenante, n'a trouvé aucune autre réponse que de dénoncer un travail d'amateur. C'était les mots du ministre. C'est pourtant bien un avis étayé, émis après un travail de plusieurs années, fouillé et appuyé sur les droits nationaux et internationaux. Nils Melzer, rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, l'a dit on ne peut plus clairement. M. Assange doit maintenant être immédiatement libéré, réhabilité et indemnisé pour les abus et l'arbitraire auquel il a été exposé. Le droit a parlé, mais rien ne bougera sans le rapport de force politique. Assange est soutenu par les représentants de la presse du monde entier qui lui ont décerné des dizaines de prix pour l'action de Wikileaks, d'Amnesty International à Reporters sans frontières, en passant par la Freedom of the Press Foundation, la Fédération internationale des journalistes, l'Union américaine pour les libertés civiles, le Comité pour la protection des journalistes. Ils ont tous pris parti, ils ne s'y trompent pas. L'attaque contre Assange, commencée par l'administration Obama, renforcée sous Trump, maintenue sur Biden, est une attaque contre tout le journalisme d'investigation internationale. Que dire des méthodes employées par cette administration qui foule aux pieds les libertés individuelles, jusqu'à enregistrer les conversations d'Assange avec ses avocats et récupérer toutes les données Google des membres de Wikileaks. Une administration aussi arrogante qu'elle a la prétention de juger un journaliste australien pour des actions qu'il a effectuées depuis la Suède ou la France. Et ne croyez pas que ce soit un anti-américain qui vous parle. Moi qui ai tant admiré pour en avoir bénéficié les talents d'accueil de la société américaine,
et dont la carrière scientifique doit tant au campus vibrant et ouvert d'Atlanta, de Berkeley ou de Princeton. Si à certains moments, j'avais pas, sur tel ou tel campus américain, croisé des personnalités inspirantes et bénéficié de ces talents d'accueil, vous n'auriez peut-être jamais entendu parler de moi. Et pourtant, je reste sidéré devant le dévoiement des valeurs américaines qui est à l'œuvre et le cynisme et l'arrogance qui est exécuté aujourd'hui au niveau du gouvernement américain. Quant aux valeurs de la nation française, c'est le moment de les honorer. Ça, c'était mes paroles en 2022. Il y a 3 mots que je souhaiterais ajouter ce soir pour résumer les choses. Premier mot, c'est lucidité. L'écran de fumée, la gangue qui a été placée autour du cas Assange est juste phénoménal. C'est les affaires et les poursuites qu'il y a eu sur cette pseudo-accusation de violence sexuelle. C'est l'idée que Assange est un criminel qui a mis en danger les vies de certains espions ou quiconque, des assertions qui ont été démontées en grand détail par les personnes concernées et qui se retrouvent démontées jusqu'à la dernière dans le livre de Nils Melzer. Ce sont les mensonges du gouvernement britannique. C'est la complexité inouïe de la procédure judiciaire dans toutes ses ramifications. Mais ce sont aussi les comparaisons insidieuses, la façon dont les responsables détournent le tir quand vous leur en parlez. Un ministre à qui je parle d'Assange, la réponse est « Oh, mais tu sais, moi je préfère Snowden à Assange. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un commissaire européen à qui je présente le dossier devant témoin et me dit « Oui, mais je pense que le cas de Navalny est plus grave que le cas de Assange. » Non, mais attendez, c'est quoi le sujet? Ou à un activiste, un collègue très impliqué sur les droits humains, « Non, mais c'est très grave, il a des connexions avec Netanyahou, avec Trump. » Regardez, même si c'était vrai, on envoie quelqu'un en prison pour 175 ans sur tel motif. Et t'es activiste des droits humains? Attends. Ou à mes collègues démocrates américains, oui, mais il a joué un rôle pas clair. Attendez, tu crois à quoi? Il faut dire les choses clairement. L'affaire, à la fin, elle est très simple. Est-ce qu'on est pour ou contre un cas arbitraire d'emprisonnement politique? Parce que c'est ça, à la fin. Deuxième mot-clé sont les choses que nous aimons. L'amour que nous avons pour certains droits fondamentaux et qui est attaqué à travers la personne de Assange. Amour pour la liberté individuelle, amour pour la liberté de la presse, amour pour la liberté de parole, amour pour le droit d'une société qui tente d'agir démocratiquement à préserver ses intérêts. Des valeurs qui sont censées être au cœur, et ça on l'enseigne dans les cours de droit constitutionnel, on l'enseigne dans les cours d'histoire, on parle d'habeas corpus, on parle de la Déclaration des droits de l'homme américaine et tout ce que vous voulez. Et ce sont des exemples, ce sont aujourd'hui ces valeurs qui sont bafouées, c'est l'occasion, à travers Assange, de réaffirmer notre amour. Il y a un adage qu'on apprend souvent en politique, il n'y a pas de déclaration d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est l'occasion de faire la preuve de notre amour pour ces valeurs. Et ça me vient au 3e mot-clé, après lucidité et amour, c'est le mot d'engagement. Engagement que nous devons résolument adopter face à ça. L'affaire Assange, ce n'est pas juste l'affaire Assange et l'affaire de ses avocats et l'affaire des ministres, c'est notre affaire à tout le monde, à tous les pays, parce que ça concerne tous les pays. Le précédent que les États-Unis sont en train de mettre en œuvre, cette idée qu'ils ont le droit d'attaquer n'importe quel journaliste de n'importe quel pays, y compris un journaliste de la presse française s'il fait des révélations à l'international. Ça nous concerne tous parce que sans liberté de la presse, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de droit. La situation, je le sais, n'est pas parfaite aujourd'hui, très très loin de là. Mais ça sera encore pire si on assiste à une censure des journalistes se disant « Oh là là, la sanction qui risque de me tomber dessus, elle est tellement forte. » Nos journalistes, il faut les soutenir. Les encourager à être courageux, c'est le cas de le dire, et ça c'est notre engagement à tous et à toutes que nous devons mettre en œuvre. Je vous remercie. Merci à vous 5 pour vos interventions. Il nous reste un petit peu de temps pour passer aux questions. Donc on va faire circuler un micro dans la salle. Pour vous, Monsieur Villani, je voulais savoir comment
quelles ont été les réactions dans la Macronie, chez vos collègues députés, etc., quand vous leur avez parlé de M. Assange. Non, on s'en fout. Mais non, je ne pense pas qu'on s'en foute parce que en fait, j'aimerais savoir dans quelle mesure il y a une vraie forme de cynisme qui est assumée face à ça ou pas. Voilà. Et puis, en particulier, auprès de M. Dupond-Moretti, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui? Merci. Je vais prendre la question ici sur les réactions en Macronie. Alors, sur M. Dupond-Moretti, je crois que j'ai rien à dire. Bon. Pas de commentaire sur Dupond-Moretti. Pour ce qui est de la Macronie, d'abord, il faut bien employer le terme, parce que personne ne sait vraiment ce que c'est. Le parti, encore, on peut dire aujourd'hui, quand on regarde la majorité présidentielle, le MoDem ou Horizon ont pris soin de définir un corpus, soit par leurs actes, soit par leurs déclarations, ce qui n'est pas le cas de Renaissance. En vrai, on ne sait toujours pas quelles sont les choses auxquelles le parti croit, si ce n'est qu'il faut soutenir une personne. Et sur bien des sujets, votre public, ils attendent de savoir quelle est la position du président. Ce qui ne rend pas la discussion simple par rapport au vote. Cependant, il n'y en a pas un de tous ceux à qui j'ai parlé qui m'ait dit non, Julian Assange mérite d'être en prison. Il n'y en a pas un qui poussait, ne va pas admettre que ce qui est fait à Julian Assange est une injustice. La question à la fin, c'est qu'est-ce qu'on va voter? Je vais vous raconter, j'ai jamais fait pour le coup, un épisode des coulisses de cette proposition de résolution. Ce n'était pas une proposition de loi, c'est une proposition de résolution qu'on pouvait mettre là. Et la proposition de résolution, après bien des discussions avec François Ruffin et Jennifer Therman, on avait insisté sur le fait, OK, techniquement possible ou pas, ce n'est pas le sujet. C'est un problème politique, la résolution doit être politique, et même s'il y a des obstacles techniques sur le fait d'accorder l'asile, etc., ce n'est pas le sujet. Et on a vu dans les réactions certains argumentaires, d'ailleurs on dit non mais votre proposition de résolution ne fonctionne pas à cause de ça, ou ce que vous dites là est déjà pris en compte à cause de ceci, etc. Mais nous, c'était juste pas le sujet. Maintenant, la majorité était très gênée et embarrassée et aurait bien préféré qu'il n'y ait pas de vote là-dessus. Et puis, à vrai dire, entre les personnes qui soutenaient la résolution, il y avait deux positions différentes. Certains qui disaient « on va au vote quoi qu'il arrive » et d'autres qui disaient « pas la peine d'aller au vote » pour ne pas montrer qu'il y a une majorité qui va voter contre la résolution. On va avoir les expressions des groupes et on avait dealé, et j'avais eu des échanges en coulisses avec tous les orateurs des différents groupes pour discussion sur les termes. Avec certains avaient négocié tel ou tel terme, par exemple, avec tel groupe de la majorité. Et l'autre ligne, c'était donc, mais une fois qu'on a eu ces expressions, il vaudra mieux retirer plutôt que d'avoir un vote négatif. Et quand c'est arrivé avec Ruffin et Jennifer, on a regardé, on a dit, bon, on est minoritaire globalement, et on a pris la décision, on va la retirer juste après les expressions des groupes, et puis voilà. Et il y avait au moins un groupe de la majorité qui m'avait dit « je veux bien employer telle phrase très forte, mais tu me promets que ça sera retiré après la discussion ». J'avais dit « ouais, je te le promets ». On avait discuté, on avait eu des discussions aussi avec Stella là-dessus, etc. Et puis, on commence à se poser la question avec François Ruffin, c'est quoi le meilleur moment pour retirer? Est-ce que c'est après le premier tour de parole ou après le deuxième tour de parole? Je ne sais pas, qu'est-ce qui est techniquement possible? Bon, on va demander, c'est les subtilités du règlement intérieur, on ne sait pas, on va aller demander aux administrateurs. Ils sont adorables, ils connaissent tout. Je vais leur demander discrètement et tout ça. Ils disent « ah, c'est une bonne question, on va réfléchir, on vous dit, on revient ». Quand les discussions commencent, il y a certains dans la majorité qui commencent à être un peu nerveux. « Ouais, quand est-ce que vous retirez ? Attends, en discussion, je vais voir l'administrateur. On cherche, on épluche le règlement intérieur, monsieur le député, on n'est pas encore sûr. » Et puis alors que le processus est en cours, il y en a un qui revient, qui me dit « on a trouvé la solution. Pour une proposition de résolution, il n'existe aucun moyen de la retirer. » Aucun moyen de la retirer. Une proposition de loi, vous la retirez, mais une proposition de résolution, vous ne pouvez pas la retirer. Bon. Et le règlement intérieur est tellement sinueux, tortueux, que même les administrateurs expérimentés, il y avait des gens qui avaient, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans de métier,
Il ne le savait pas, et c'est à cette occasion-là qu'il apprenait. Il disait, ah oui, ben c'est intéressant, comme ça, grâce à vous, on le sait. Bon, j'étais embarrassé, alors, interruption de séance, mes collègues majos disent, mais alors qu'est-ce que vous foutez? Ben non, mais je suis désolé, on ne peut pas la retirer, c'est comme ça. Mais alors on va voter. Ben oui, je suis désolé, c'est comme ça, même si je voulais, je ne pourrais pas la retirer. Bon. Ben, on est allé au vote. Quelques-uns dans la majorité qui avaient prévu de voter contre la résolution ont préféré s'abstenir, en particulier parce qu'ils ont été très impressionnés par les exposés. Il y en a un qui m'a dit, c'est pas possible quand même, quand on entend ça, il m'a dit, j'espère qu'il y aura un nouveau vote là-dessus bientôt et qu'on aura la possibilité d'en... Eh bien voilà, c'est pour ça. Des gens comme Arnaud vont remettre la possibilité. Le Parlement, c'est une bataille de longue haleine. Il faut être tenace, c'est de l'endurance. Bon, à la fin, finalement, il y a eu un partage, comme il est normal en politique, good cop, bad cop, de la part de nous qui portions la résolution. Certains ont lancé une communication assassine en disant c'est une honte, la majorité n'a pas voulu, etc., etc. Et d'autres ont fait le côté positif des choses en disant pour la première fois, il y a des expressions de tous les partis gouvernementaux en ça. Ce qui à la fin est honnête comme façon de faire, parce qu'effectivement, à la fois c'était une honte et à la fois c'était positif. Et donc les réactions, d'abord il est très clair, s'il y avait eu un feu vert présidentiel, il y aurait eu une majorité ce jour-là. On est en Ve République avec une domination psychologique de l'exécutif et particulièrement alors et du président sur le groupe qui le représente. Et quand je dis psychologique, ça a été une des grandes découvertes de ma vie citoyenne arrivée au Parlement, vu le niveau d'autocensure et de peur qui pouvait se dégager parfois. Là aussi, c'est complètement contraire à ce qu'on vous apprend à l'école, mais c'est une réalité. Et avec le collègue qui disait, ce que la Macronie pense, on s'en fout? Non, on s'en fout pas. Si vous êtes parlementaire, votre boulot sur une cause, sur un sujet, surtout sur un sujet dont vous êtes persuadé que les autres camps peuvent s'entendre, votre boulot, c'est d'atteindre 50% plus une voix. Et pour ça, d'arriver à trouver ici, là, sur ce dossier, qu'est-ce qui va rassembler tout le monde? Et il y a amplement matière à toucher les personnes qui croient, par exemple, en l'importance de l'Europe pour affirmer sa force, sa politique face aux autres camps monstrueux à travers le monde. Et ça, pour le coup, à part le soutien au président Macron, le camp présidentiel croit en l'Europe. Ou encore d'autres choses, d'autres sujets. Et là, c'était notre boulot. On a fait ce qu'on pouvait au niveau parlementaire, sans une action directe au niveau présidentiel. La procédure ne risquait pas d'arriver avec l'équilibre des pouvoirs tel parlementaire, tel qu'il était dans la présente mandature. L'équilibre des pouvoirs dans la nouvelle mandature est un peu différent. Oui, l'équilibre des pouvoirs est un peu différent, très différent même, mais ça les a rendus extrêmement teigneux. Et plus grave, ça les a rendus extrêmement manipulateurs et magouilleurs. Et j'hésite pas à utiliser le terme. Je ne vais pas vendre du rêve ici. Je peux te dire, Cédric, que nous, on va déposer une proposition de résolution. On s'assurera qu'elle soit la plus large possible. Mais je peux t'assurer que, sauf si on a une niche parlementaire pour la prendre, etc., la note, elle est dans 1 an, la majorité relative ne passera jamais cette résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée. Voilà. Je te le dis, pour plusieurs raisons, celles que tu as déjà énoncées. Ils attendent le feu vert du président, ils sont sur un sujet extrêmement grave. Alors quand même que ça... Enfin bref... Une résolution n'obligerait même pas le gouvernement à donner l'asile à Assange. Hein. Ce serait le Parlement demande au gouvernement de le faire, mais ça n'obligerait même pas le gouvernement. Ça n'a pas force de loi. C'est par exemple là, une résolution sur la reconnaissance de l'État de Palestine qui a été votée il y a des années au Parlement français et que le gouvernement français n'a toujours pas appliqué. Donc ça n'engagerait rien. Mais même ça, ils ne le feront pas. Parce qu'ils en ont fait une question de principe, ils ne veulent rien céder. Il y a eux, ils sont la République, et il y a les autres, les oppositions. Elles ne sont pas la République. On en est là. Ce matin, et je le dis parce que ce matin, ils ont magouillé
pour que le 8 juin prochain, on ne puisse pas voter sur la loi, l'article qui prévoit l'allongement de l'âge légal à la retraite. Ils ont magouillé pour que le vote n'ait pas lieu parce qu'ils savent qu'ils vont le perdre sinon, en hémicycle. Donc, malheureusement, ils ne mettront pas cette proposition de résolution. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on continuera à en parler parce que, par ailleurs, faire une proposition de résolution, ça permet de faire une conférence de presse dans l'Assemblée. Sinon, on ne peut pas. Pour faire une conférence de presse dans l'Assemblée, il faut qu'il y ait un objet juridique, un objet légistique, oui. Et voilà où on en est. Donc, ces gens qui passent leur temps à prétendre être l'avant-garde des droits, de la démocratie, de l'état de droit, terme extrêmement ambivalent, soit dit en passant, en fait, le piétine en permanence. Et moi j'ai poussé un coup de sang dans l'hémicycle tout à l'heure en disant, mais à la fin, on sera là pour voter la couleur de la moquette, et puis tant que vous aurez votre place à la cantine, vous serez content, quoi. Parce qu'on en est là. Excusez-moi, mais on est au cœur du sujet, parce que la liberté d'expression et les gens comme Julian Assange, ils permettraient que le débat public soulève ça. Si tous les journalistes étaient comme Julian Assange, la une de tous les médias demain, ce serait de dire le gouvernement refuse qu'on vote sur une loi à laquelle plus de 80% des Français sont opposés. Donc il y a un lien, mais je ne veux pas faire croire. En l'état actuel des choses, ils n'accepteront jamais que cette résolution soit mise à l'ordre du jour. Mais on la déposera quand même. On espère bien. Merci à tous pour votre présence, merci aux intervenants pour s'être déplacés. Je suis désolé, on va devoir rendre la salle, donc les questions sont terminées. On va continuer tout ça de manière informelle. Je termine juste en rappelant que le comité de soutien à Assange et Le Vent se lève organiseront d'autres événements par la suite, donc je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux de l'un et de l'autre pour vous tenir informés. Merci encore.